Il est 20 h sur les antennes de la Télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le collectif pour la mobilisation de la caution pour la libération de Khalifa Sall qui a versé la somme de 2 milliards de francs CFA pour l'obtention d'une liberté provisoire. Ses membres ne sont toutefois pas confiants. Ils disent faire face à une justice manipulée. Retour sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Des professionnels de médias et de la communication décortiquent le passage de Mohamed Boun Abdallah Dionne à l'Assemblée nationale. Le timing, entre autres, pose problème. C'est ce jeudi à 0 h que l'aéroport Léopold Sédar Senghor devra passer le relais à l'AIBD. Dernier jour de travail pour les taximans opérant sur les lieux. Ils sont gagnés par la tristesse et l'amertume. Et puis Johnny Hallyday n'est plus. Le célèbre rocker français s'est éteint à l'âge de 74 ans. Il est décédé des suites d'un cancer. L'invité du 20 h, il s'agit de Pape Madické Diop, direct PDG de Bordeaux Management School. Il sera en fin de journal avec Maoudi Brakad. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Près de 2 milliards de francs CFA de caution versés par le collectif pour la libération de Khalifa Sall face à la presse. Ce matin, ses membres parlent d'une justice manipulée. Ils ont peu d'espoir. Compte rendu signé Habib Faye et Pape Sangoné Mbaye. 2 milliards de francs CFA finalement mobilisés. Les membres du collectif pour la libération du maire de Dakar ont réussi leur pari. La bataille continue. Objectif, une liberté provisoire pour Khalifa Ababacar Sall. C'est vrai que nous avons tout payé concernant la caution du maire. Maintenant, c'est au juge d'accepter de donner à Khalifa une liberté provisoire. Il est temps qu'il eût l'air de la liberté pour pouvoir continuer son mandat en tant que maire. Nous avons donné nos biens pour la libération de Khalifa Ababacar Sall. Parents, amis et proches, nous avons tout fait pour réunir cette somme. Maintenant que c'est fait, nous n'attendons que sa libération. Mais Barthélémy Diaz dégage en touche tout espoir. Certains sont optimistes. Moi, personnellement, je suis très pessimiste parce que, je le dis, je le répète, Khalifa Sall n'est pas aujourd'hui dans le cadre d'une procédure judiciaire normale et régulière. Khalifa Sall n'est pas dans un cadre de reddition des comptes, mais dans un cadre de règlement de comptes politique avec un seul et unique objectif, c'est empêcher Khalifa Sall d'être candidat à l'élection présidentielle de 2019. Et ça, c'est une insulte faite à toute la démocratie sénégalaise et à tout le peuple sénégalais. Pour humer l'ère de la liberté, ses proches ont pu mobiliser des biens immobiliers, estimés à hauteur de 2 milliards de francs CFA contre 1 milliard 800 millions de francs. Cependant, le magistrat instructeur serait-il dans les dispositions de rendre une ordonnance? Habib Faye, le versement d'une caution n'est-il pas un signe d'aveu? L'ancien député Omar Seck le voit pratiquement comme tel. Bassirou Sarr, en Ndiring Sénégal, de son côté, pense que non. Il trouve que les conseils de Khalifa Sall ne font que suivre la procédure. Un sujet signé Fatou Bintou Kanté et Mohamed Dian. Le versement de la caution peut-il avoir un impact sur la carrière d'un homme politique? Bien sûr que si l'on en croit cet ancien député et membre de l'URD. C'est comme si l'homme politique, après un détournement, faisait son mea culpa, estime-t-il. En général, quand on est accusé de détournement de fonds publics, c'est une porte dérobée pour retrouver sa liberté. Facile de détourner 20 milliards, de travailler avec pendant 20 ans, d'être accusé et de cautionner pour retrouver sa liberté. Donc sur ce plan, ce n'est ni bien socialement, ni bien politiquement, encore moins recommandable pour un homme politique. Et à la limite, c'est une façon de reconnaître tacitement qu'on est coupable de ce dont on nous accuse. Donc le cautionnement
c'est vrai que c'est en justice faisable, mais ce n'est pas recommandable politiquement. Pourtant, Bassirou Sall, président de And Jëriñ Sénégal, ne le voit pas sous cet angle. Le cautionnement, ce n'est pas ça qui va impacter sur sa carrière politique. Je crois que c'est tout le dossier qui va donc impacter sur sa carrière politique. Tout le dossier qui prouvera son innocence ou carrément sa condamnation. Je crois que c'est l'issue d'une telle procédure qui peut véritablement impacter sur sa carrière politique. Le cautionnement n'étant qu'un moment, qu'un tournant dans le cadre de la gestion de cette procédure. Il pense même que c'est dans la procédure normale que les conseils de Khalifa Sall ont déposé cette caution. FA et ses conseils ne font que respecter la procédure, ne font que respecter le code de procédure pénale qui dit clairement que pour bénéficier d'une liberté provisoire, en cas d'escroquerie, de deniers publics, de détournement de deniers publics et autres, il faut payer au tiers, à la moitié ou aux trois quarts pour bénéficier d'une liberté provisoire avant le procès. Pourquoi attendre maintenant pour verser une caution alors que ces conseils auraient pu le faire tout au début? C'est la question que ces hommes politiques se posent. Et le cas actuel, le cas Khalifa Sall, depuis le début, il avait refusé le cautionnement. C'est ça la réalité. Maintenant qu'ils reviennent pour l'accepter, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas souhaitable qu'un homme politique se retrouve dans ces situations. On aurait pu commencer par ça. Cela aurait rendu les choses beaucoup plus simples. Bon, on le fait à ce moment-là. Bon, c'est leur stratégie de défense. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal. L'aéroport Léopold Sédar Senghor ferme ses portes à 0 heure. Dernier jour de travail des conducteurs de taxi établis sur les lieux. Amertume et tristesse, c'est le sentiment le plus partagé. Ce nouveau départ, beaucoup l'appréhendent. Portrait croisé de 2 conducteurs de taxi qui opèrent sur les lieux depuis 1975. C'est avec Fatiyan. Baye Iba, Daouda, 2 générations, 2 itinéraires, 2 parcours différents. 1975, à cette époque, je n'étais pas encore né. C'est ici, à l'aéroport, que les 2 conducteurs de taxi se sont rencontrés pour la première fois, il y a de cela très longtemps. J'étais jeune, passionné. C'est moi qui ai choisi ce métier. Ils nous ont montré la bonne voie. Ce sont nos modèles en quelque sorte. Plus de 40 années d'expérience, Baye Iba connaît bien les lieux. L'originaire de Darou Marnan, localité située dans la ville sainte de Touba, est témoin de ce qu'il appelle la belle époque. Avant, on pouvait effectuer jusqu'à 3 courses sur un même vol. Une riche expérience avec son lot de rencontres, de souvenirs, de découvertes. Je me rappelle un jour, un client avait oublié 26 millions dans mon taxi. J'ai une fois ramassé un gros paquet, je l'ai gardé pendant 4 ans, jusqu'à ce que son propriétaire se manifeste. Aujourd'hui est leur dernière journée de travail. Que de tristesse. Je ne sais pas si je serai à Dias ou pas. Cela va être très difficile pour moi. Nous ne connaissons que cet aéroport. Mon taxi a été recensé, mais je ne sais vraiment pas ce qui va se passer après. Dias, un nouveau lieu, un nouveau départ pour ces 2 conducteurs de taxi. Ce qui est certain pour eux, ce nouveau chapitre sera bien différent du précédent. L'aéroport de Dias va porter le nom de Blaise Diagne, le premier député noir africain. Fatima Ba nous fait connaître davantage cet homme politique sénégalais qui a marqué l'histoire du pays.
Nyokhor Diagne et Nyanya Prera, ses parents, lui avaient donné le nom de Galaye Mbaye Diagne à sa naissance en 1872. Il n'est devenu Blaise qu'après son adoption par une famille métisse notable de Gorée. Le nouvel aéroport international de Dakar porte son nom. Blaise Diagne, premier député noir africain à l'Assemblée nationale française. Il y est surnommé la voix de l'Afrique. Il obtient pour les habitants des 4 communes, à savoir Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar, la citoyenneté en échange de leur conscription en 1916. Membre du groupe Union républicaine socialiste, il fut réélu sans interruption jusqu'à sa mort, ce malgré des campagnes hostiles du parti colonialiste. Maire de Dakar de 1924 à 1934, Blaise Diagne fut sans doute l'un des hommes politiques les plus importants de son temps. Une avenue et un lycée portent déjà son nom dans la capitale sénégalaise. Une avenue et un lycée portent déjà son nom dans la capitale sénégalaise. Le premier ministre noir de la République française est décédé le 11 mai 1934 en France. Nous parlons à présent de toute autre chose, la lutte contre l'extrémisme, la question des bourses familiales, l'éducation, entre autres sujets retenus par les professionnels des médias lors du passage du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Le timing a aussi marqué les journalistes présents à l'Assemblée nationale. Un sujet signé Dissa Prera et Pape Sangoné Mbaye. L'événement mobilise toute la presse nationale et internationale. La déclaration de politique générale du Premier ministre est très attendue par les professionnels des médias. L'un des premiers éléments notés, le timing. Un tel discours de DPG, de déclaration de politique générale, qui a pris autant de temps. Parce que, imaginez-vous, 2h30 minutes, le Premier ministre a mis 2h30 minutes à s'adresser aux députés. Le Premier ministre a fait pratiquement un discours programme du président de la République qui va bien au-delà de 2019 parce que c'était ça surtout l'enjeu de cette déclaration de politique générale. Un exercice traditionnel très suivi par les médias. Des journalistes se prononcent sur la teneur de ses propos. Il a parlé de la lutte contre la cybercriminalité, l'extrémisme, entre autres le terrorisme. Il a également annoncé qu'il y a une cellule qui a été mise en place pour lutter contre cela, mais également poursuivre le recrutement des 5000 agents de police et autres. Il y a un débat presque philosophique autour des bourses familiales. Les bourses familiales aujourd'hui, puisque les députés de l'opposition disent mais on ne peut pas maintenir les gens dans la pauvreté. C'est une stratégie de ce pouvoir pour maintenir les gens dans la pauvreté, pour les rendre dépendants du pouvoir et de l'aide du gouvernement. Le gouvernement dit non, c'est une nécessité pour aider ceux qui sont dans des difficultés. Sauf que, à voir comment l'enveloppe des bourses sociales évolue, on se dit mais on est dans un pays où la demande sociale est de plus en plus croissante, donc on investit pour aider les gens juste à vivre leur quotidien, ce qui en soi n'est pas dans les critères de performance d'appréciation d'une économie. Pour rappel, c'est la deuxième fois que le Premier ministre Boun Abdallah Dionne fait sa déclaration de politique générale après sa nouvelle nomination, un exercice institué par la Constitution du Sénégal. Et puis le cinquième vice-président plutôt de l'Assemblée nationale appelle à une correction de l'article 18 du Code de la nationalité. Abdoulaye Makhtar Diop s'adressait au Premier ministre devant les députés. Sa proposition sur la destitution de certains Sénégalais de leur nationalité pourrait avoir des répercussions politiques. Un sujet signé Fatou Kinedem et Pape Sangoné Mbaye. L'article 18 dit que tout citoyen sénégalais majeur qui acquiert une autre nationalité est automatiquement déchu de la nationalité sénégalaise. Il faut corriger ça. Le débat sur la double nationalité refait surface à l'hémicycle. Cette requête d'Abdoulaye Makhtar Diop pour une revue de l'article 18 du Code de la nationalité a-t-elle des fins politiques? C'est seulement dans les conditions pour être candidat à la présidentielle sénégalaise qu'il y a effectivement cette clause d'exclusivité de la nationalité sénégalaise. Ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle celui qui a deux nationalités, c'est-à-dire la nationalité sénégalaise et une autre nationalité. C'est sur cela que je pense que l'honorable député Abdoulaye Makhtar Diop a posé la question à l'Assemblée nationale. Dans ces circonstances, des mesures doivent être prises pour éviter toute confusion.
Il va falloir sans doute que les politiciens, les décideurs, les gouvernants puissent voir quelles dispositions adéquates prendre pour permettre à ce que dans le jeu politique, dans les sphères de décision politique et de nomination ou d'élection politique, qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on permet. Et on ne permettrait pas à quelqu'un qui jouit d'une telle situation de ne pas pouvoir être éligible. Si les présidents ou candidats à la présidentielle sont souvent accusés de disposer de double nationalité, difficile d'avoir des preuves. Quand on dit que la loi n'est pas respectée parce qu'il y a des gens qui disposent de double nationalité, est-ce que des Sénégalais ont apporté la preuve au Conseil constitutionnel qui reçoit les candidatures que telle ou telle personne ou tel candidat a deux nationalités? On ne le fait pas. C'est vrai, on entend par la rumeur que oui, telle personne a la nationalité américaine, il a la nationalité canadienne, etc., etc. Mais il faut apporter la preuve. Ce n'est pas la première fois qu'Abdoulaye Makhtar Diop soulève cette question. En 2012, il avait taxé les autorités binationales de renégats et avait même promis de déposer une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale. Nous parlons à présent de cet atelier des élus locaux sur la préservation des ressources naturelles. Les élus locaux sont appelés à s'imprégner des questions relatives à la gestion des ressources naturelles. Cette rencontre se tient dans un contexte de menaces et de dégradation de l'environnement. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Adama Diouf, le président de l'Union des associations d'élus locaux, au micro d'Aminata Mbaresso. On n'est pas seul sur ce terrain. On ne doit pas être seul. L'autorité administrative, préfet, le sous-préfet, le gouverneur, les services techniques, notamment les services de l'environnement, les services de la santé, l'éducation des populations. Il s'agit aujourd'hui de réaliser une riposte concertée avec l'ensemble des acteurs pour qu'on trouve des mécanismes d'adaptation. Nous sommes interpellés à cet égard. Cet accident spectaculaire sur la route de Ouakam, en véhicule 4x4, s'est retrouvé au fond des ravins en évitant un chien errant, plus de peur que de mal pour le conducteur. Mais l'accident a provoqué un embouteillage monstre qui a duré des heures. Le compte-rendu donc de ce drame signé Dissa Prera. Le 4x4, on le retrouve à 15 mètres au fond des ravins. En provenance de la route des Mamelles, le véhicule a percuté de plein fouet les barrières établies au bord de la chaussée. Extrait. Le véhicule venait des Mamelles. À un moment donné, un chien traversait la route et le conducteur a essayé de l'esquiver. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé au fond du gouffre. En plus, la voiture roulait à vive allure. C'est une femme qui était au volant. Les gens l'ont extrait de la voiture. Mais elle n'est pas vraiment touchée, juste une petite égratignure au pied. Plus de peur que de mal, la conductrice s'en sort avec une toute petite égratignure. La ceinture de sécurité attachée à stabiliser le conducteur, d'après certains témoins oculaires. Mais usagers de la route et riverains de cette corniche de Ouakam appellent à la prudence sur cet axe routier. Les gens sont venus assister la personne. Moi, je pense que c'est une leçon pour tous les usagers de la route. Les usagers de cette route doivent redoubler de vigilance. Nous qui sommes riverains de cette route avons constaté que ce genre d'accident arrive souvent dans cette zone. La violence du choc est visible à l'état des barrières au bord de la route. L'accident a aussi occasionné un embouteillage monstre sur cette route. Médina Yoro Fula, à cause de l'enclavement et de la faiblesse du plateau technique de l'hôpital, les habitants de ce département évacuent leurs malades en Gambie, ce qui pousse les jeunes de cette localité à exiger le démarrage des travaux de bitumage des axes Médina Yoro Fula, travaux annoncés depuis 2 ans par les autorités. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la première édition des journées culturelles de Niaming. Un sujet signé notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Les habitants de la commune de Niaming, située dans le département de Médina Yoro Fula, ont célébré la première édition de leur journée culturelle.
ont saisi cette occasion pour parler des difficultés qui gangrènent leur vie. Cette commune regorge de jeunes, mais nous n'avons pas de foyer de jeunes ni d'infrastructures sportives dignes de son nom. À cela s'ajoute le fait que nous avons bénéficié d'aucune formation professionnelle, nous n'avons pas d'emploi, d'où nos départs massifs pour l'immigration. La commune de Niamey compte 17 écoles élémentaires, mais nous n'avons pas de collège d'enseignement moyen. Les enfants de la commune qui sont des milliers dans les villages, ils courent de gros risques parce que les 43 villages de la commune de Niamey ne comptent qu'une seule case de tout petits. L'État avait promis le bitumage des principales routes du département de Médina Yoro Foulah, mais jusqu'à là, rien n'est fait dans ce sens. C'est pourquoi nous, jeunesse de Niamey, nous exigeons le bitumage des routes de Médina Yoro Foulah. Un véritable problème de souveraineté s'oppose à Médina Yoro Foulah. À cause de l'enclavement et de la faiblesse du plateau technique de l'hôpital, les habitants de ce département évacuent leurs malades en Gambie. Médina Yoro Foulah est aussi une localité où les charrettes font office d'ambulance dans presque toutes les zones. Jusqu'à là où je vous parle, nous habitants de Médina Yoro Foulah évacuons nos malades à Bansan en Gambie, ce qui n'est pas normal. En plus de cela, la commune de Niamey, dans ses 43 villages, aucun d'eux n'est électrifié. Ces jeunes disent en avoir marre de voir le développement du département de Médina Yoro Foulah entravé à cause de ce manque criard d'infrastructures sociales de base. Et puis cette triste nouvelle qui a réveillé aujourd'hui le monde des artistes. Johnny Hallyday n'est plus. Le célèbre rocker français s'est éteint à l'âge de 74 ans. L'artiste est mort d'un cancer après des mois de lutte auprès de sa famille et de ses fans. La planète rock est en deuil. Ibou Diouf. Johnny Hallyday, monstre sacré de la chanson française, est décédé. Le chanteur a succombé à 74 ans au cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d'1 an. L'annonce a été faite par sa femme Laetitia dans un communiqué transmis à l'AFP. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire, et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus, il nous quitte cette nuit comme il l'aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité, a affirmé Laetitia. Le mois dernier, le chanteur avait été admis à l'hôpital pour détresse respiratoire. Hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années, l'ex-idole des jeunes avait notamment été placé en coma artificiel à Los Angeles en décembre 2009 à la suite de complications consécutives à l'opération d'une hernie discale et avait par la suite déclaré avoir frôlé la mort. Johnny Hallyday a bâti pendant plus d'1 siècle sa carrière de chanteur, d'inusable homme de scène sur la passion du rock américain et de son aura, première rébellion. Marathonien de tournées qui le font le lien avec le public, Johnny Hallyday a vendu plus de 110 000 disques, enregistré plus de 40 albums et un millier de chansons, dont un quart d'adaptations, surtout de titres américains ou britanniques. Parmi ces titres les plus connus figurent l'idole des jeunes, Au mari, Retiens la nuit, Le pénitencier ou Que j'aime, dans les années 1960. On suivit dans les années 1970 Le bon temps du rock'n'roll, J'ai oublié de vivre, Gabriel, Toute la musique que j'aime, Ma gueule, et entre autres tubes de génie qui ont fait rêver plusieurs générations. On citera par la suite Quelque chose de Ténès, Rock'n'roll attitude, 100% ou encore Allumer le feu. Adieu l'artiste. Et Ibou Diouf, repose en paix l'artiste. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Tout de suite, l'invité du 20h. Mamadou Brakan, bonsoir.